Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Depuis 5 jours, les bombardements ne cessent pas. Les gens restent au rez-de-chaussée ou dans les sous-sols. Certains ont creusé des abris souterrains, mais même là, on est blessé ou tué. C'est le photographe de l'AFP basé à Damas en Syrie, Abdulmonam Essa, qui raconte sur le site Making of l'enfer de la Ghouta. Par exemple, ce bombardement jeudi dernier, alors qu'il suivait des secouristes, j'étais submergé par la peur, dit-il, mais j'ai réalisé que ça ne changerait rien. Alors je suis resté et j'ai pris rapidement ces photos. Après une frappe, l'air est rempli par la peur, celle des gens, celle des secouristes aussi. La vie est devenue effrayante, elle est pleine de sang. Et le journaliste raconte comment il travaille. J'ai vu tant de choses affreuses, j'ai photographié des proches, des amis blessés. Hier, en rentrant, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, dit-il. J'ai transmis mes photos, je me suis effondré de sommeil et c'est un nouveau bombardement qui m'a réveillée. Sur tous ces clichés, il y a des enfants en pleurs, en sang, seuls dans les bras d'adultes ou dans des linceuls comme sur cette photo prise dans un hôpital de fortune. 3 enfants de 9-10 ans, pas plus, qui regardent le visage d'un 4e émergeant d'un drap blanc. Ça se passe en ce moment et c'est à lire sur le site Making of de l'AFP, mais aussi dans Paris Match où l'on retrouve justement les photos d'Abdulmonam Essa pour illustrer un reportage de Flore Olive intitulé « Syrie, sauve qui peut ». Cela fait bientôt 7 ans que la guerre s'est déclenchée, résume Jean-Christophe Ploquin dans l'édito de La Croix. 13 millions de personnes, dont près de la moitié d'enfants, ont besoin d'aide humanitaire et à l'ONU, les pays qui comptent sont incapables de s'accorder sur un intérêt commun, intérêt qui serait d'abord celui de la population syrienne. Il est temps pour Moscou de reconnaître que sa tentative de créer un processus de désescalade est un échec et La Croix de plaider une fois encore, une énième fois, pour l'ouverture de discussions sur une transition politique. Important effectivement de rappeler que la guerre n'est pas terminée en Syrie. Retour en France, Marion, où ce matin, c'est le visage d'une enfant, de Maëlys, qui fait la une. Oui, Maëlys, c'est les aveux de Nordal Lelandais. En une du Dauphiné, des DNA de l'Est républicain, Midi Libre, Le Progrès, La Dépêche, Sud-Ouest, La Provence ou encore Le Parisien. Le Parisien qui, comme beaucoup d'autres, est allé interroger les habitants de Pont-de-Beauvoisin, cette petite ville d'Isère, qui attendait la vérité, écrit Serge Pueyo. On attendait tout ce qu'il avoue, raconte Sylvie. Tout le monde ici était persuadé qu'il était coupable, ajoute Pierre. On se sent tous concernés parce qu'on est tous pères ou mères, dit-il. Ce que vivent les parents, c'est inhumain. Comment effectivement ne pas se laisser submerger? Comment garder une distance raisonnable avec ce qu'on appelle un fait divers? Des questions auxquelles l'historien Yvan Jablonka apporte quelques réponses. C'est dans une interview accordée à l'Obs. L'auteur de Laetitia ou la fin des hommes, prix Médicis en 2016, explique: un fait divers, c'est d'abord ce fait réel qui nous plonge dans un quotidien qui pourrait être le nôtre, quelque chose qui nous sidère, mais un fait divers, c'est aussi une construction médiatique pour les journaux et les télés. C'est une histoire à vendre. Yvan Jablonka prend en exemple le meurtre de Laetitia à Pornic en 2011, mais aussi ceux de Grégory, Fiona et Alexia Daval. Ces affaires révèlent plusieurs aspects de la noirceur d'âme, dit-il. C'est ça qui fascine dans un fait divers, mais une chose est fondamentale, ne pas se faire les justiciers d'un procès qui n'a pas encore eu lieu. Une interview pour prendre un peu de distance à lire dans l'Obs. Et puis autre titre ce matin, la réforme du bac. Et avec elle, le sacre de Jean-Michel Blanquer qui séduit visiblement tout le monde. Il est l'atout réformateur de Macron, d'après le Figaro, l'artisan du Big Bang de l'éducation pour les Échos, celui qui fait le pari de changer l'école pour la Croix. Il décroche son bac politique, nous dit l'opinion. Jean-Michel Blanquer, rebaptisé Nouvelle Star en couverture de Valeurs Actuelles et vice-président en une du Point. Même Laurent Geoffrin dans Libération salue un homme habile, auteur d'une réforme du bac faite de bon sens. On voit, écrit-il, que les opposants à la réforme ont du mouron à se faire pour mobiliser. C'est confirmé pour ceux qui en doutaient. Le clivage droite-gauche a pris un coup. À la fin, seule l'humanité voit dans cette réforme une casse du bac et un risque d'aggravation des inégalités entre les jeunes. Les jeunes, qu'en pensent-ils? Que veulent-ils? La presse ne les a pas interrogés ce matin, ni sur le bac, ni sur le retour du service militaire. D'ailleurs, en revanche, le supplément des Échos, les Échos Start, nous dévoile leur priorité: trouver
un métier qui ait du sens. D'après une enquête BVA, écrit le journal, 3/4 des moins de 35 ans sont en quête d'un job qui soit source d'épanouissement, autrement dit un travail qui améliore la vie des gens et qui se soucie de l'environnement. Dossier donc de 6 pages pour piocher éventuellement quelques idées de métiers, par exemple ceux de l'économie sociale et solidaire ou ceux, nous disent les Échos, qui vont sauver la planète. Interroger le sens de ce que l'on fait, c'est justement ce que propose de faire Philosophie Magazine, dont le dernier numéro va parler à tout le monde. Oui, à vous, à moi, Raphaël, Julie, tout le monde, puisqu'il pose cette question: être ou ne pas être carnivore? L'éthique est dans le steak. Il fut un temps, écrit le magazine, où il était impossible de réunir autour d'une table un communiste et un libéral. Et bien dorénavant, le clivage passe parce que vous mettez dans votre assiette. Dites-moi comment vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Et Philosophie énumère quelques chiffres: 60 milliards d'animaux terrestres abattus chaque année pour nourrir l'humanité, 1000 milliards de poissons pêchés, sachant qu'un tiers des terres cultivables sert pour l'élevage et 40% des céréales que l'on produit nourrissent des animaux. Alors que voit un carnivore lorsqu'il se regarde en face? 3 choses, répond Alexandre Lacroix: l'impact ravageur de l'élevage sur l'environnement, la nocivité d'une trop grande consommation de viande sur notre organisme, sans oublier le fait de cautionner la mise à mort massive d'animaux. Pourtant, dit-il, protéger la nature en renonçant à notre condition de carnivore peut sembler contre nature. Mais si la morale est la capacité à décider du bien et à réformer sa conduite, alors le débat mérite d'être ouvert. Voilà, dossier donc dans Philosophie Magazine. 22 pages de matière à penser, ou plutôt 23, puisque la couverture avec sa photo de vachette au regard irrésistible a tout à fait valeur d'argument. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Dans les pages du Figaro ce matin aussi, vous verrez la photo et l'hommage de ses confrères à Paul-Henri Dulembert, qui fut l'une des grandes plumes politiques du Figaro. Pendant près de 20 ans, on n'oubliera pas son élégance de plume et de comportement. Il a été emporté brutalement par la maladie. Paul-Henri Dulembert à 58 ans. Europe 1.